Bonjour à tous, 01 Live spécial Vivatech épisode 3, c'est parti, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Jérôme, bonjour. Salut François, 30 minutes pour tout savoir de Vivatech. Et vous allez notamment découvrir l'une des attractions de ce salon, le bateau volant électrique Sea Bubbles. Son concepteur est notre invité. Et c'est l'une des stars de ce salon. Vous avez l'habitude de parier sur des chevaux, eh bien ça va changer. Bientôt vous pourrez parier sur des courses de drones et même parier sur de l'e-sport, on en parle dans quelques instants. Faire ses courses au supermarché sans passer par la caisse, mais sans pour autant être un voleur. Est-ce qu'on pourra un jour, est-ce que ce sera un jour possible? En tout cas, Carrefour présente ici un prototype de caddie connecté. Et puis on vous fera découvrir une start-up étonnante qui est en train d'élaborer une tablette pour les seniors. Ça s'appelle Ardoise, vous saurez tout dans un instant. Bienvenue, c'est 01 Live Vivatech numéro 3, c'est parti. Okay. Et donc, voilà, troisième jour ici à Vivatech, on est ravis d'être avec vous et on va tout de suite vous présenter nos invités. Oui. Nous avons la chance d'avoir avec nous l'une des stars de ce salon, eh bien c'est Sea Bubble avec Alain Thébault, bonjour. Oui, bonjour. Et Benoît Cornu qui est là, bonjour. Vous représentez la société PMU et c'est vrai que je le disais il y a un instant, vous êtes en train de vivre votre révolution du pari, on va en parler dans quelques instants. Tout à fait. Alain Thébault, navigateur et tu l'as dit, l'attraction de ce salon, c'est le fameux petit bateau volant électrique Sea Bubbles qu'on avait déjà découvert l'année dernière à Vivatech. Alors, où en est ce projet? Parce que malheureusement, il n'est pas encore tout à fait en service. Non, effectivement, ça nous fait très plaisir de revenir ici à Vivatech. L'année dernière, la maison LVMH nous avait fait un petit espace pour une maquette de taille très réduite. Et on a créé cette start-up il y a un peu plus d'un an. Et là, on a une croissance quasi verticale. On a fait les premiers vols avec Anne Hidalgo du prototype à l'échelle 1 hier sur la Seine. Et on présente ici l'une des 4 bubbles de pré-série. Alors ça, c'est pas la Seine. Moi, ça me fait plutôt penser à la Ciotat. Avec nos ingénieurs à la Ciotat. Ouais. C'est la Seinta. En fait, voilà, c'est un donc mélange ça, c'est des deux. des images qui ont quelques semaines. C'est des tests de passage de sillage. Parce qu'on regarde beaucoup la dynamique du vol avec nos retraités d'Airbus. Ça fait très James Bond quand même, hein, quand on le voit comme ça. Ça le fera de plus en plus parce qu'après on a une version un peu plus rapide. Alors rappelez-nous ce que c'est Sea Bubbles. Alors ce que c'est le fantasme un peu de tout le monde de voler. Il y a 25 ans avec Éric Tabarly, j'avais imaginé l'hydroptère. C'est un voilier pionnier et ensuite on s'est crashé à 4 reprises. En 2009 on a battu le record mondial de vitesse à la voile avec des pointes supérieures à 100 à l'heure. Et puis il y a 2 ans, j'ai traversé le Pacifique et mes 3 enfants sur le ponton à Hawaï me disent « Papa, mais est-ce que tu pourrais faire voler tout le monde et te rendre utile pour la collectivité ?» Alors c'était l'électrochoc. Le défi ultime. Voilà. Donc j'ai pris un petit cahier vert, un crayon, j'ai dessiné le bubble et je me suis dit c'est vrai que la problématique est quand même la même dans toutes les villes du monde actuellement. On a des quais congestionnés, que ce soit à Paris avec les voies sur berge, à Londres, Genève, à San Francisco. La 101 est complètement saturée entre San Francisco downtown. Saturé en voiture, vous voulez dire? Pardon? Saturé en voiture. Oui, saturé en voiture, donc ouais. Ça n'est pas possible. On ne peut pas continuer de sous-utiliser les fleuves, les lacs et les baies, comme à San Francisco notamment. Donc c'est la voiture des villes de demain? Voilà, alors non, la voiture, parce que je voudrais qu'on le commande avec une app, le Bubble. En fait, le Bubble, c'est 3 composantes. On a une app, Sea Bubble, on commande la bulle, parce qu'on discute avec les grands acteurs de la Silicon Valley pour supprimer le pilote. Donc, catch Bubble, on commande la bulle, elle arrive, les portes s'ouvrent, on monte, et puis on va, par exemple, de Porte de Versailles voir l'île Saint-Louis. Et l'idée, donc, est également d'avoir une 3e composante qui a un dock énergétiquement autonome. Donc l'app, le Bubble qui décolle à la vitesse d'une bicyclette, qui dans Paris n'ira malheureusement pas très vite. Mais pour l'instant, voilà, on a des discussions avec Anne Hidalgo et Valérie Pécresse. Mais voilà, et le 3e composant, je voulais qu'on produise notre propre énergie, qu'on puise l'énergie des fleuves. Alors c'est électrique, hein, c'est ça, il y a des batteries. C'est ça. Le Bubble, ça fait la taille d'une voiture, des batteries de Tesla au fond et 2 ailes qui le soulèvent. La Tesla des fleuves. Oui, alors on en serait très honoré parce qu'on a des discussions avec Tesla. Ouais. Elon Musk, si tu nous écoutes, bien sûr. Elle est autonome, donc électrique autonome, c'est ça? Elle se veut être autonome. C'est ça, elle a une autonomie propre de 6 ou 7 heures en fonction de la vitesse. Et ensuite, quand elle arrive sur le dock, elle se recharge, elle se plug à un magnète et par induction, on la recharge. Mais quand je dis autonome, c'est qu'elle n'a pas de pilote. Alors actuellement, pour Paris, sur les premiers Bubble, on a un pilote, 4 passagers. Ouais.
Et ensuite, à moyen terme, on va supprimer le pilote, ça fait comme ça 5 ou 6 passagers. Et ce qui est étonnant, c'est ce côté surélevé comme ça, c'est-à-dire que c'est un bateau qui vole en fait. Absolument, parce que quand on décolle la coque de l'eau, parce qu'on brouille un peu les codes, c'est à la fois la taille d'une voiture, les ailes d'un avion, mais ça reste un bateau. Et quand on décolle, on limite la résistance à l'avancement, on diminue le frein de 30 à 40%. On a des ailes, des couteaux qui coupent l'eau, plutôt que d'avoir une coque qui pousse de l'eau. Et donc, il y a vraiment un gain d'énergie très important. Alors, est-ce que ça arrivera vraiment à Paris à la fin de l'année, comme on le dit depuis de longs mois? C'est ready for now, for the present, comme disent nos amis américains. On sera présent dès septembre, entre le 20 et le 30 septembre. On aura 4 bubbles au pied du musée d'Orsay, parce qu'on voulait remercier Anne Hidalgo qui nous a donné une impulsion décisive. Et ensuite, on part pour un pop-up tour à Dubaï, Miami, San Francisco. Ça leur plaît beaucoup aux élus, hein, ce concept. Mais oui, en fait, on a un grand avantage, c'est que l'air que respirent nos enfants, il est ni de droite ni de gauche. Et là, on a la chance d'avoir un projet consensuel. Oui, enfin, il n'y a plus rien ni de droite ni de gauche en plus. C'est ça, Nous sommes d'accord. C'est ça qui est assez amusant. Et je me souviens, Anne Hidalgo avait profité des pics de pollution réguliers qu'on avait eu cet hiver pour communiquer sur Sea Bubble en disant regardez, c'est le moyen de locomotion du futur. Alors, on ne sera jamais un transport de masse, mais c'est une possibilité de diminuer, je ne sais pas si c'est de 1, 3 ou 5% les gaz d'échappement sur les voies sur berge. Ça fait toujours ça de gagner. Mais c'est un petit geste, voilà. Ouais. Et l'année dernière, effectivement, on était en marche et là, on est en vol cette année. Oh, joli. Superbe. Il y a quand même un petit problème. C'est que ce Sea Bubble, qui est donc presque un avion, a besoin d'aller vite. Et à Paris, vous avez une vitesse qui est limitée à 18 km/h. Absolument, Jérôme. Alors ça, c'est les questions de stabilité en vol. C'est comme pour un avion, ou c'est comme si on vous disait, vous avez le droit d'utiliser votre vélo, mais vous avez une vitesse max de 3 ou 4 km/h. Oui. Donc ça vous oblige à poser un pied, vous n'êtes pas très stable. Donc on a besoin de vitesse. Chaque objet qui vole a besoin à une vitesse naturelle. Donc un Airbus décolle assez tôt à une vitesse max. Si vous prenez le Rafale, vous décollez plus tard, vous allez plus vite. Et pour avoir une bonne stabilité en vol, il faudrait pouvoir naviguer à 25, 30 nœuds, 60 km/h. Ça peut évoluer, ça? Ça évolue très vite. Bon, ben on l'espère en tout cas, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de nageurs dans la Seine, hein, encore aujourd'hui. C'est assez rare. Très bien, ça coûte combien Sea Bubble? Tiens, faites-nous, je ne sais pas, on risque d'avoir mal aux oreilles, mais on va tenter ça coûte le prix entre une Zoé et une Tesla pour l'instant. Mais entre une Zoé et une Tesla, mais il y a quand même une grosse différence de prix entre les deux. Voilà, la fourchette est un peu large, mais en fait, on ne souhaite pas opérer nous-mêmes. On discute avec Keolis, avec de grands opérateurs. Voilà, nous, on sait faire voler les bateaux et on souhaite partager avec le plus grand nombre cette sensation de vol et cette absence de pollution. Et on laissera les opérateurs opérer. Génial. À voir à Vivatech, qui est ouvert ce samedi. Oui. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure d'ailleurs. Bon, jusqu'à 19h, je crois. Un truc comme ça. Voilà, au parc des Expositions pas demain à Paris. parce que vous serez un peu déçus quand même. Merci à tous les deux. Merci beaucoup et bon vent donc à Sea Bubbles. Et là, c'est sans les voiles, sans le gréement. Voilà, c'est ça. Vous restez avec nous. Pour l'instant, on va parler d'autres choses, mais on n'est pas très loin finalement. Non, avec Benoît Cornu, donc, qui est le directeur de la communication de PMU. Alors vous vous dites, mais pourquoi PMU ici dans 01 Live? Eh bien parce que PMU entame sa mue en fait numérique. Alors c'est une mue qui est longue, hein, ça fait des années qu'on peut parier depuis une appli mobile, etc. Mais le cheval, Jérôme, Alors pour ceux qui ne savent pas, PMU, effectivement, sont les paris de chevaux, hein, principalement, c'est bien ça. C'est principalement des paris sur les courses de chevaux depuis 80 ans, hein, donc on est une vieille maison historique, un peu patrimoniale d'ailleurs en France. Hein. Le PMU, c'est à la fois les courses, mais c'est aussi l'endroit où on va. Et ce sont des endroits qu'on digitalise et qu'on numérise aussi. Et c'est intéressant, et on a besoin, nous, de ça, de voir comment est-ce que ces endroits de convivialité, d'échange, qui sont souvent des bars, des marchands de journaux, des commerces de proximité, comment ces endroits se digitalisent, se numérisent, et puis comment, finalement, ce qu'on vend, nous, c'est quoi? C'est du live, du direct. Donc des compétitions que vous filmez, le sport en direct, le foot, le tennis. Oui, parce que c'est pas que les chevaux, c'est aussi le foot, le tennis, voilà, etc. Donc on vend du direct, on vend du service autour de ce direct et on vend de la transaction. Et donc c'est autant de choses qui sont aujourd'hui complètement dématérialisées, dématérialisables, embarquables sur un terminal mobile. Donc on a, nous, l'obligation d'être dans cette évolution technologique, dans cette révolution technologique et apporter à nos clients finalement une transformation complète de leurs usages. Benoît, on est d'accord quand même que malgré tout le tiercé, tout ça, c'est une image un peu vieillotte quand même. Et comment pensez-vous à vous renouveler pour attirer peut-être de nouveaux clients, en tout cas de nouveaux usagers? Eh bien, c'est en utilisant la technologie pour transformer l'expérience client. C'est vrai qu'avant, on regardait le tiercé à la télévision dans un café. Avec Léon Citron, qui est bien connu, hein, Jérôme. Aujourd'hui, vous avez les courses en direct en permanence sur votre mobile, sur votre tablette. Vous les avez
peut-être demain en réalité augmentée. On a hier récompensé une start-up canadienne montée par 2 fringants sexagénaires qui est dans une logique complètement immersive. Vous êtes au centre de la course en 360 avec un casque de réalité virtuelle. Sur le cheval? Non, quand même pas. Vous êtes quasiment sur le cheval, voilà, vous avez une caméra aujourd'hui 360 qui permet de le faire, c'est assez déstabilisant, mais vous retournez, vous avez le cheval d'à côté et vous le doublez. Voilà. Ça. Et ça, on pourra aussi le faire, c'est des choses sur lesquelles on travaille, de façon en GPS par exemple, et on pourra suivre sur les systèmes de tracking et se projeter complètement dans la course, peut-être avec votre mobile, vous serez sur le cheval virtualisé qui sera le vôtre et vous verrez tout de l'intérieur. Voilà, c'est des méthodes et des outils qu'on essaye de mettre en place. On a proposé depuis 2 jours une première mondiale qui sont des courses de drones. Alors ça existait déjà. Voilà, c'est ça qui est complètement nouveau. Qui est nouveau, c'est que maintenant on va pouvoir parier sur les courses de drones. Peut-être un jour on pourra parier sur les courses de drones, mais en fait ce qu'on a voulu démontrer, c'est que l'innovation elle peut aller très loin. Et c'est que ça marche. Ça marche parce que les pilotes ils sont ici, Porte de Versailles, sur le stand du PMU, mais les drones ils sont pas là. Les drones, ils sont sur l'hippodrome de Longchamp, de Paris-Longchamp, à 7 km d'ici. Et pour la première fois au monde, on a pu faire des courses de drones avec des pilotes déportés. Voilà, c'est juste pour montrer que la technologie, elle peut faire énormément de choses et elle peut accompagner une transformation complète du spectacle sportif, de l'expérience sportive. On peut la vivre de l'intérieur, pardon. C'est avec ça qu'on travaille. Comment est-ce qu'on la vit encore mieux de l'intérieur? Mais vous allez le généraliser, ça va être... C'était un one-shot ou ça va être reconduit de manière régulière? Les courses de drones sont très émergentes en France, donc il y en a peu. Donc on va essayer de travailler, à essayer de les généraliser un peu plus. Alors c'est pas parce que ça fera le gros du chiffre d'affaires du PMU. Les courses ou le football resteront beaucoup plus importants. Mais ça peut aussi être des moments d'animation. Ça peut animer les hippodromes différemment. On peut entre 2 courses, il y a en général une demi-heure entre 2 courses. On peut peut-être organiser des courses de drones, filmer par des drones, être beaucoup plus, encore une fois, immersif. Vous voulez pas parier avec mon bebop de chez Parrot? Ce sont des bebops de chez Parrot. Ce sont des bebops de chez Donc Parrot. Venez les voir, j'invite à venir les voir tout à l'heure. Et on pourra pas parier sur des dans courses 20 minutes. On pourra parier sur des courses de bubbles un jour. Et pourquoi pas des courses de Sea Bubble? On peut tout à fait. C'est un sport reconnu. La vitesse est limitée dans Paris, malheureusement, c'est 18 km/h. On pourra faire ça sur des lacs à proximité de Paris, on va pouvoir trouver ça. Alors l'autre nouveauté, c'est qu'il y a le e-sport qui arrive. Alors le e-sport, c'est une énorme vague. Et vous voulez la saisir, cette vague de l'e-sport? Voilà, en fait, toute cette transformation, c'est aussi la transformation, on parlait des drones, finalement du sport. Le sport change. On croit beaucoup aux courses de chevaux et au sport vivant, mais le e-sport, c'est une autre expérience, c'est une autre façon de consommer du sport, que ce soit des jeux vidéo comme League of Legends, Hearthstone, ou que ce soit FIFA 17. On a la chance d'accueillir aujourd'hui Dax, qui est le champion du monde de FIFA 17, qui est là en train de faire des démonstrations. Donc c'est ouvert encore cet après-midi, donc il faut venir. Donc il vaut mieux parier pour lui alors, s'il est champion du monde. Pour le moment, on ne peut pas encore parier, mais dès que c'est un sport autorisé, reconnu par les taux de régulation qui regardent ça. Parce que vous êtes régi avec il y a une législation qui est très forte concernant les paris. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Tout à fait. Et ça peut s'ouvrir, à votre avis, justement, aux courses de drones, à l'e-sport, dans les mois ou les années qui viennent? Ce qui est très intéressant, c'est que tout ça est très évolutif, que les autorités de régulation regardent ça avec un œil extrêmement bienveillant. Elles étaient présentes sur Vivatech pour essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui émerge, et elles regardent la possibilité, effectivement, de réguler ces marchés, parce que si on ne les régule pas, ça passera par l'illégalité, la clandestinité. Aujourd'hui, la technologie permet plein de choses, donc il vaut mieux réguler intelligemment des choses qui existent et développer les marchés. Et ça sert à développer les marchés. Benoît, dernière chose, aujourd'hui on parie avec des euros. À terme, ça pourrait changer, on pourrait avoir d'autres monnaies, pourquoi pas des monnaies virtuelles? Tout à fait, je parlais de transactions dématérialisées tout à l'heure. Aujourd'hui, on parie avec des euros en espèces. On parie de plus en plus avec de la monnaie mobile. Aujourd'hui, vous pouvez créditer votre carte bancaire de vos gains. Ce n'est pas un remboursement, hein, vous la créditez de vos gains. Demain, ça peut être de la monnaie complètement dématérialisée. On parle de blockchain, on parle de bitcoin. Si ces monnaies se généralisent, évidemment, on sera dedans. C'est dingue ça quand même. Super. Passionnant. Merci voilà beaucoup. La transformation numérique du PMU. Merci à vous. Et Sea Bubbles. Vous restez là, on enchaîne tout de suite avec 2 autres innovations ici sur le stand de la Poste. Une ardoise pour les personnes âgées et le caddie qui vous permettra peut-être de ne plus avoir à passer à la caisse au supermarché. Et nous accueillons donc Arnaud Gournac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'innovation de Carrefour. Tout à fait. Et Thierry, qui est le jour quand même, enfin le samedi c'est le jour de Carrefour hein, pour moi, donc je pense que pour beaucoup d'entre vous aussi. Donc je termine Vivatech et je vais chez Carrefour, donc chez vous.
Et Thierry Corbier de la start-up Ardoise qui est sous l'égide de la Poste, qui va nous parler dans un instant de cette tablette spécialement conçue pour les personnes âgées. Arnaud Gournac, l'innovation chez Carrefour, c'est juste à côté. Vous avez un stand avec des startups, pas mal d'innovations. Il y en a une qui nous a assez bluffé, scotché. On est des gros pousseurs de caddie, nous. C'est vrai. Voilà. Jérôme remplit tellement son caddie qu'on ne le voit plus derrière, pour vous dire. C'est une très bonne nouvelle. Voilà. Et donc, on a vu le caddie qui enregistre automatiquement tous les produits, quoi. Voilà, une société qui s'appelle TraxPoint, effectivement, qui est américano-israélienne, et qui nous propose effectivement de simplifier, de fluidifier l'expérience de shopping avec un scan automatique des articles que vous mettez directement dans votre chariot. Self-scanning, et puis la tablette qui est dessus pour le self-checkout. Donc effectivement, on fluidifie, on accélère. Alors, c'est quand même quelque chose dont on parle depuis longtemps, cette histoire-là. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez nous commenter les images? Donc voilà, on voit le caddie. Alors, on s'identifie comment déjà? Alors, typiquement, à ce jour, la startup vous propose d'être identifiée. On peut l'imaginer bien sûr que c'est via votre fidélité Carrefour. Oui, avec la carte de fidélité, etc. Exactement. Comme aujourd'hui avec les petites douchettes, là, les Totalement. scanettes. Ouais. Et dès lors que vous rentrez des produits dans le chariot, et ben, ces produits sont identifiés. Vous avez accès à une information enrichie sur la tablette. Vous pouvez donc avoir vraiment tout un tas d'informations, notamment tout ce qui va être allergique, qui seront mentionnés. Et puis du coup, vous validez ou vous invalidez vos achats. Mais tout est interactif. En fait, c'est presque une expérience online dans le magasin. Ce qui est d'ailleurs plus sympa encore pour avoir une expérience enrichie et plus rapide. Mais si je m'éloigne du caddie et que quelqu'un jette des trucs dans mon caddie, c'est moi qui vais devoir les payer. Ah, on m'avait dit qu'il y avait des pièges. C'est peut-être ta femme qui jettera des trucs dans le caddie. Vous avez bien sûr une validation de votre liste finale et vous avez à tout moment le contrôle sur ce qui se passe dans votre chariot. Ouais. Alors, comment ça marche? Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui existent. Moi, j'utilise régulièrement effectivement au supermarché le truc qui permet de scanner soi-même. Oui. Donc déjà, c'est fini, j'ai enlevé une étape, celle du tapis roulant. Mais là, il n'y a rien à scanner en fait. Alors, c'est tout l'enjeu, c'est qu'on essaye de simplifier certaines étapes du parcours du consommateur pour qu'il puisse tout simplement prendre plus de temps pour découvrir les produits, s'intéresser aux produits, vivre une expérience en magasin. Donc il gagne du temps et il peut sauver ce temps s'il le souhaite pour parler au boucher, pour parler aux différentes personnes qui sont présentes dans le magasin. Oui, mais vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Techniquement, ça fonctionne comment? Alors, la reconnaissance des produits avec ce concept-là. Alors là, vous avez différentes choses. Vous avez du poids, de la caméra. Potentiellement, on peut y mettre aussi du RFID dedans pour vraiment avoir l'accuracy la plus pointue. Ouais. La caméra marche très bien. La reconnaissance vidéo marche très bien pour identifier des produits dès lors qu'ils ont été construits. Ça reconnaît l'objet en fait. Tout à fait. Hein, tout à fait. Qui finalement c'est assez simple comme mode d'identification du produit. Il y a le packaging, et c'est connu depuis des années, est le premier vendeur muet pour le consommateur, ça l'est maintenant pour le chariot. Mais Arnaud, est-ce que c'est vraiment le caddie du futur ou c'est simplement une piste que vous étudiez actuellement? Parce que, bon, c'est sympa ce truc-là, mais ça va coûter une fortune. Si demain vous devez changer tous les caddies, ça va être un peu compliqué. Je pense qu'on va payer un petit peu plus cher les produits. C'est quoi? C'est un effet d'annonce ou il y a vraiment derrière un travail pour imaginer le caddie du futur avec ça? C'est bien sûr pas un effet d'annonce. C'est une start-up déjà qu'on pousse sur notre stand, avec qui on discute depuis un moment. Vous avez aussi Super Smart, qui est qui n'est pas très loin en termes de technologie, mais qui propose une autre expérience en self-scanning et self-checkout. On recherche, on expérimente et surtout on confronte ces technologies aux usages, donc aux consommateurs. Et finalement, c'est le consommateur qui nous fait un feedback très réel, très time to market pour dire si ça l'intéresse ou pas. Et l'avantage avec le commerce, c'est que le client se prononce très vite. Donc on sait vite si le client s'approprie le concept ou pas. Très bien. Amazon commence à ouvrir des boutiques physiques réelles avec également un système qui est déjà opérationnel d'ailleurs, de sortir du magasin sans passer à la caisse. Je vous invite à l'essayer, vous verrez, mais bien sûr qu'on le regarde. C'est-à-dire, en fait, la force de Carrefour, elle est sur l'omnicanal. Aujourd'hui, on a un réseau de magasins, alors en France de 5000, un peu même plus de 5000, 11 000 dans le monde. Ça, c'est un asset, un actif très intéressant. Et nous sommes en train de les digitaliser, d'amener une expérience omnicanal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va amener la puissance du digital dans des parcours clients traditionnels, là où on peut découvrir, toucher les produits. Et donc, du coup, on est très confiant sur l'avenir. Tout va se jouer dans le physique, dans la relation humaine. Ouais. Nos métiers de bouche demain sont encore là pour longtemps.
Très bien. La livraison d'Amazon avec Amazon Prime, tout ça, ça vous fait pas un peu peur quand même? Peur, non. On a sorti il y a quelques mois maintenant livraison express. Livraison express, ça permet aux gens de Paris et de la première couronne parisienne de commander environ 3000 références qui sont piquées en magasin et qui sont livrées en 1 heure chez client à vélo. Pour ça, on a travaillé d'ailleurs avec des startups pour aller plus vite encore, parce qu'on ne gère pas tout en interne. On travaille avec Wind pour tout ce qui était opérationnalité, c'est-à-dire l'interface et le paiement, et avec Stuart pour la livraison. Très bien. Très bien. Donc bien, n'oublie voilà. pas, hein, tu vas pas faire tes courses, tu vas vivre une expérience. Mais toujours. C'est pas pareil. Moi, je vis toujours une expérience. Absolument. Merci beaucoup Arnaud. Merci beaucoup, vous restez avec nous. Et peut-être qu'on va faire nos courses depuis une tablette tactile. Eh bien Jérôme. sûr, bah alors là, c'est un une peu la autre forme transition, d'expérience. oui, ça rigole pas pas. mal. Thierry Corbillet, Oui. rebonjour. Votre tablette s'appelle Ardoise avec un Z à la fin. Je l'ai dit, c'est une tablette qui a été conçue pour les personnes âgées. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Alors effectivement, c'est une tablette qui a été conçue pour les personnes âgées. Ce n'est pas qu'une tablette, hein, c'est une tablette avec un ensemble de services autour. Puisqu'on s'adresse évidemment aux personnes qui ont plutôt été coupées du numérique jusqu'à présent. Il faut savoir qu'au-delà de 70 ans, on a encore 60% des gens qui ne sont pas du tout internautes. Et l'enjeu pour nous, c'est de les amener justement à la connexion numérique, de connecter le foyer au numérique, quoi. Mais il y a des personnes de 70 ans qui savent très bien se servir d'une tablette classique. Parfait, oui, tout à fait. Il y a même des gens d'une centaine d'années qui sont tout à fait geeks. Ouais. Ça, c'est pas un problème d'âge, mais les statistiques sont là. Hein, donc il y a quand même des gens qui ne sont pas connectés. Et ceux qui n'ont pas pu se connecter ou qui n'ont pas eu l'occasion dans leur vie professionnelle d'utiliser un PC ou quoi que ce soit, souvent sont totalement coupés. Donc l'idée a été de concevoir d'une part une tablette simplifiée et de lui amener tout un tas de services qui fait qu'on peut être quand même autonome tout en étant novice avec une tablette de ce type, quoi. Alors on est en train de voir une petite démo là, hein, donc Oui. c'est en plus vous avez un partenariat avec Arcos, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc on a voulu rester dans un triptyque franco-français avec La Poste, Tiki qui est une société nantaise à la base, et Arcos qui est évidemment un fournisseur français. Donc c'est sous Android, c'est une tablette sous Android. C'est une tablette sous Android. Mais que vous avez simplifié à l'extrême, c'est ça? Oui, donc d'un point de vue hardware, on a fait quelques modifications seulement avec Arcos, hein, mais du genre effectivement améliorer le son, améliorer les caméras, grossir un peu certains boutons. Et après sur la partie effectivement logicielle, c'est une surcouche au-dessus d'Android pour laquelle on va simplifier les usages essentiels, communiquer, aller sur Internet, jouer, s'informer. Et puis on va amener de l'information automatiquement puisqu'on s'adresse à des gens qui ne sont pas geeks, qui ne sont pas habitués encore à aller chercher de l'information eux-mêmes sur Internet. D'accord, alors on voit qu'il y a quelques services intégrés de la Poste. L'idée aussi c'est d'avoir toute la Poste, on va dire, tous les services numériques de la Poste sur cette tablette. Oui, c'est un peu l'idée de base, pas uniquement numérique mais également humain. C'est-à-dire que par rapport à cette tablette, effectivement la population visée, donc les personnes âgées, la Poste est un acteur de proximité, de confiance. Donc déjà, effectivement, c'est important pour nous d'aller installer la tablette chez le client. C'est un facteur formé qui le fait. Il faut savoir que 80% des clients aujourd'hui choisissent l'installation par le facteur pour que la tablette soit prête à l'emploi quand le facteur repart, quoi. Elle sort quand et à quel prix? Elle est sortie. Elle est sortie et diffusée sur l'ensemble des bureaux de poste depuis le mois d'octobre l'an dernier. Ça marche très très bien, on est très content. Et donc voilà, elle est disponible. Et le prix? Donc la tablette vaut 229 €, prix public. Et puis on y associe un service mensuel à 9,99 € qui intègre tout le contenu qu'on va pousser sur la tablette, qui intègre l'installation par le facteur, l'assistance téléphonique qu'on peut appeler dès qu'on en a besoin, et puis toute une partie qui est un peu invisible, puisque en fait une partie web où on va pouvoir connecter des gens de la famille pour aider à distance éventuellement la personne. Ça c'est pratique. Très bonne idée. Et puis juste comme ça, hein, demain c'est la fête des pères. Voilà. Exactement, exactement, il faut y penser. Merci beaucoup Thierry. Merci à vous. Et merci Arnaud. Thierry Corbillet, Arnaud Gournac, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce 3e 01 Live. Surtout, si vous avez raté les 2 premiers, n'hésitez pas à aller les voir sur 01nettv.com. Ils vous attendent, voilà, les bras ouverts, il n'y a pas de problème. En tout cas, on a été ravis d'être là pendant ces 3 jours. Voilà, Vivatech, un salon qui commence à s'installer. Hein, oui, qui prend de l'ampleur, absolument. Et c'est très agréable. Merci de votre fidélité, merci à Jean-David Duart, Thomas Remilleret et Pierre Thiolin qui ont assuré la réalisation technique de ces lives. Et voilà, et merci à la Poste de nous avoir accueillis aussi chaleureusement, comme souvent d'ailleurs. Voilà, bon week-end à vous toutes et à vous tous et on se retrouve très vite. Salut à tous.